Quelques mots d'introduction, et puis j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur la première diapo, comme on dit. Dans son très beau récent roman, que vous avez lu, j'espère, ou sinon que vous lirez en sortant, La vie clandestine, Monica Sabolo confesse: je ne savais pas encore que les années Action directe étaient faites de ce qui me constitue le secret, le silence et l'écho de la violence. Notre ami Christian Bidot a partagé le choc de la découverte de la cache d'Action directe dans le Loiret. Il m'en avait parlé. Il a également, avec Éric Conan, avec Régis Guyotat, Jean-Pierre et Hélène s'en souviennent, contribué à faire redécouvrir, juste avant le Cercil, les camps d'internement du Loiret et le rôle du sous-préfet de Pithiviers, Junot, en juillet 1990 dans la République du Centre, alors dirigée par un résistant, Marc Carré. Et puis un an auparavant, il avait déjà fait un article sur le camp des Tziganes de Jargeau. La presse désigne à la fois la machine à imprimer et la production périodique imprimée, qui fait l'objet d'une superbe loi de la République, cher Jean-Pierre, il y en a beaucoup. Alors d'abord, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui confère donc valeur constitutionnelle au droit reconnu à chaque citoyen d'imprimer librement. Ce qu'on soit bien s'exprime de manière très simple. Le droit de la presse a conservé cette dualité en associant, souvent dans les mêmes textes, les règles applicables à tous les imprimés, la caricature, le livre, l'affiche, en passant par le journal, et les normes propres aux seuls imprimés périodiques, voire parfois aux journaux des médias audiovisuels, qui font aussi partie de la presse. Je précise d'ailleurs que je n'aurai pas le temps d'évoquer, par exemple, mes amis de France Bleu et de France 3, qui, si j'ai bien compris, sont en train de se marier, donc on va respecter leur lune de miel. Qui est à peu près digne de celle de la dernière saison de The Crown entre le prince Charles et Lady Di. J'espère qu'il y aura moins de morts sous le pont de l'Alma. Au plan local du département ou d'un arrondissement, la presse désigne avant tout, depuis 2 siècles, les journaux et les magazines de presse écrite. Les combats pour la liberté de la presse ont accompagné les luttes en faveur de toutes les autres libertés, de pensée, d'opinion, y compris religieuse, le y compris est magnifique, de la Déclaration des droits, y compris religieuse, d'expression, d'élection. Quand on regarde une autre vieille démocratie qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, on voit que liberté d'élection, ça a tout son sens. Ça veut dire liberté de voter et ensuite comptage relativement rapide. On n'a toujours pas les résultats des États-Unis, des midterms. Bon. Le ridicule ne tue pas, paraît-il. Bon. D'élection, liberté des débats au Parlement, bien entendu, et liberté des collectivités décentralisées. Donc, tout cela, cette liberté de la presse a varié en fonction du degré d'autoritarisme des régimes constitutionnels successifs, et vous savez que la France en a eu beaucoup. C'est un très bon thermomètre du degré de liberté. De plus, la presse locale a rarement été totalement déconnectée de la presse nationale, dans un pays longtemps aussi centralisé que le nôtre. Les organes orléanais ont ainsi très souvent reproduit des articles de journaux nationaux, c'est-à-dire en France parisiens. Leurs capitaux ont souvent été liés, comme en témoignent les liens très forts, par exemple, à la fin du XIXe siècle, entre les Cocheries, la famille républicaine de Montargis, et le financier Jules Mirès, la grande presse parisienne. Enfin, et girondine, enfin, les questions posées, y compris par les faits divers, ont des prolongements nationaux ou des impacts sur tout le territoire. Bref, vous avez compris que mon sujet de ce soir n'a pas forcément un grand sens. La presse locale seule, est-ce qu'on peut l'étudier de manière indépendante? Bon, on va quand même essayer de le faire. Mais il répond à notre actualité festive de ce soir, puisque nous célébrons avec grand plaisir et entre amis, c'est l'esprit dès l'origine, n'est-ce pas Gérard, de Maxentre, avec Christian qui nous a rassemblés. C'est l'esprit donc d'amitié, de convivialité et de fête. Nous célébrons un magazine hybride, un pure player quotidien, né à Orléans, est devenu, Jean-Jacques nous l'a rappelé tout à l'heure, progressivement régional. Quelques mots donc sur cette citation que j'aime beaucoup. Alors,
Vous savez que je fais parfois un peu une fixation sur Roger Secrétin. On va beaucoup parler de la République du Centre, évidemment, mais aussi du grand ami de jeunesse de Roger Secrétin, avec René Berthelot. On parlait de musique aussi ce soir. René Berthelot, évidemment, directeur du Conservatoire. Et donc, Jean Zay. Dans un éditorial qui s'appelle Le Lecteur, du 25 avril 1950, donc au début de la 4e République et donc de la guerre froide, et puis 1950 de la construction européenne, sur laquelle il était très favorable. Roger Secrétin cite très longuement, à partir d'une lecture qu'il est en train de faire de Souvenirs et solitude, le grand ouvrage de Jean Zay, il cite donc longuement Jean Zay. Il existe une démagogie contemporaine, vous allez voir que c'est un texte très actuel, dont nous avons déjà dit un mot à propos de la Reine d'un jour. Reine d'un jour, ça rappelle peut-être des souvenirs à quelques-uns, les plus jeunes d'entre nous. Elle consiste non seulement à céder sous la pression des lecteurs, mais à les flatter dans leur vanité, leurs intérêts ou leurs instincts, à devancer leurs désirs dans le sens du plus grand nombre et de la plus grande facilité. Trop de journaux, en effet, sacrifiés à cette divinité anonyme qu'est une vaste clientèle, et faute de solliciter l'avis des uns ou des autres, ils visent au plus bas pour être assurés de n'écarter personne. Toute ressemblance avec une situation actuelle. Cyril Hanouna arrive à quelle heure ? Il faut souhaiter aussi que les malheureux journaux ne deviennent pas les victimes d'une sorte de suffrage universel, c'est Jean Zay toujours qui parle ici ou qui écrit, surtout s'il s'agit d'organes d'intérêt général, respectueux des nuances de l'opinion, c'est-à-dire du principe même de la démocratie, et qui ne sauraient s'enfermer dans une seule idée étroite, affirmative, prémisse des exclusifs totalitaires, etc. Voilà cette très belle citation. Alors, je continue donc cette introduction et je la termine rapidement. Après le foisonnement des journaux, des feuilles révolutionnaires, le retour à l'ordre napoléonien se traduit par un monopole préfectoral. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis cette belle gravure de notre préfecture du Loiret. La plume est le plus souvent tenue, donc au début du XIXe siècle, entre 1800 et 1814, par le secrétaire général de préfecture ou par l'un des membres du conseil de préfecture. Par exemple, sous l'Empire et sous le premier préfet qui s'appelait Maret, qui était le frère du secrétaire des consuls, c'est toujours pratique d'être près de Paris et près du ministère de l'Intérieur, et c'est très demandé comme place. Le secrétaire général de la préfecture s'appelait Souques, il ne le mettait pas, mais il l'écrivait, et c'était un ancien député girondin qui avait la veine poétique. Il écrivait des pièces de théâtre pour l'Odéon. Et aussi des poèmes, je ne vous les citerai pas, ils sont nuls, mais d'une flagornerie épouvantable sur le préfet. Bon, ça peut servir pour la carrière, bien entendu. Et il les publiait évidemment dans la presse, puisque le système napoléonien impérial était simple, 4 journaux autorisés à Paris, mais qui disaient tous la même chose, et en province, dans chaque département, un journal, l'Unicité, piloté par la préfecture et écrit par les membres du corps préfectoral. Certains préfets, d'ailleurs, n'hésitaient pas à apporter leur touche. Après, après ce premier élément, comment la liberté de la presse, grâce à des combats, en particulier sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, s'est imposée en France. Alors, ça a été compliqué parce que, surtout le régime de la Restauration, souhaitait, bien entendu, maintenir et contenir les critiques concernant le régime politique. Qu'est-ce qui a permis à la presse de se développer? C'est grâce au parlementarisme. Il y a un lien, vraiment un parallélisme des formes, comme disent les juristes, entre le développement des libertés parlementaires à Paris et le développement de la presse en province. Pourquoi? Parce que la presse reprenait, à l'époque, presque in extenso, les débats à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, le début du bicaméralisme, avec donc une chambre haute qui précédait le Sénat. Et pas simplement des parlementaires locaux, comme peut le faire aujourd'hui, comme peuvent le faire les organes de la presse quotidienne régionale. Non, l'ensemble des débats. Alors, il y avait, comment dire, une sorte de forte similitude entre
les journaux qui paraissaient à Paris et les organes qui leur ressemblaient beaucoup en province et qui épousaient les différents courants ou familles politiques de l'opinion, les ultra-royalistes, comme on dirait aujourd'hui l'extrême droite, hein, qui avait remporté les élections, mais oui, l'extrême droite, c'est pas d'hier, hein, les fameuses élections de 1815, ce qu'on a appelé une chambre introuvable, l'expression a été réutilisée il y a quelques mois avec l'absence de majorité parlementaire du président Macron après sa réélection, donc une majorité d'extrême droite, ultra, et puis il y avait des légitimistes, disons, de droite classique, des royalistes constitutionnels de centre droit, et puis la gauche de l'époque qu'on appelait libérale et qui demandait plus de liberté. Avec un jeu qui parfois peut ressembler au jeu politique ou parlementaire actuel, c'est-à-dire que quand on est de l'opposition, généralement, on demande plus de liberté de la presse, hein, et puis quand on arrive au pouvoir, on est un peu moins pour la liberté de la presse. Bon, certains se souviennent peut-être qu'en 1981, par exemple, le ministre Georges Fillou, bon, avait un petit, pourtant ancien journaliste hein, et brave homme, avait un petit peu de mal à admettre l'indépendance, par exemple, des journaux télévisés, se disant après tout, bah voilà, la majorité giscardienne d'hier a utilisé l'audiovisuel public comme la voix de son maître, eh bien pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? Bon. Je vous renvoie aux excellentes pages du deuxième tome des mémoires récentes de Jean-Noël Jeannet sur le sujet. Et donc, là, la presse en province, et en particulier dans notre département du Loiret, va conquérir progressivement sa liberté. Ainsi, alors je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de journaux à l'époque, hein, ce n'est pas le quotidien unique comme aujourd'hui. Le Messager du Loiret, par exemple, hein, défend le régime de Louis-Philippe et le gouvernement de Guizot, donc est gouvernemental, à tel point que ses adversaires à Orléans l'appellent le journal de la préfecture. Ce n'est pas forcément un compliment dans leur bouche ou sous leur plume. Il instrumentalise toute critique pour faire peur et pour y voir du communisme, l'expression est déjà employée. Il paraît donc 2 fois par semaine, vous voyez, ce n'est pas toujours des quotidiens, ainsi que ses concurrents, par exemple l'Orléanais et surtout le Journal du Loiret. Alors, Journal du Loiret, c'est très compliqué, c'est un journal très important que vous avez d'ailleurs en ligne sur le site, alors je ne sais plus si c'est le site de la médiathèque ou le site des archives départementales, vous m'excuserez. Il est aussi, je crois, sur Gallica, hein, le site de la BNF. Le Journal du Loiret est né. Ça arrive parfois pour les hommes politiques, parfois, hein, c'est des évolutions comme ça. Il est né plutôt à gauche, hein, il était très libéral, il critiquait le régime autoritaire de la Restauration, et puis il est devenu gouvernemental sous la monarchie de Juillet, et puis ensuite, il est devenu, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, mais j'en reparlerai très rapidement, dans les années 30, un journal infâme d'extrême droite, très antisémite, et par exemple, caricaturant ignoblement Jean Zay, s'interrogeant sur sa nature d'Orléanais et de Français. Vous voyez qu'on peut parfois mal vieillir. Les journaux à l'époque, quelques mots simplement, sous la monarchie de Juillet, comme le vote d'ailleurs, sont réservés à une élite. D'abord par du fait de la culture, de l'éducation, hein, très peu de gens poursuivent au-delà et même vont à l'école, hein, ou poursuivent au bon lycée de garçons d'Orléans. Il n'y a pas encore de lycée de filles, c'est la République qui apporte l'éducation aux filles. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Avant, on laissait l'éducation, ou ce qu'il en restait, au clergé, c'est tout dire. Bon, quand on connaît l'amour du clergé pour les filles. Donc, c'est une presse pour les élites, puisqu'elle se diffuse essentiellement par abonnement beaucoup plus coûteux que l'adhésion à Maxentre, puisque c'est 18 francs pour le Messager, hein, et 24 francs annuels pour les organes d'opposition. Pour vous donner un ordre de grandeur, alors c'est vraiment à la louche, hein, un ouvrier gagne 1 franc par jour. Donc un abonnement à 24 francs, c'est évidemment très cher. On est très loin de la presse à bon marché à 5 centimes hein, qu'on trouvera à la fin du 19e siècle. Toutefois, petite nuance, beaucoup d'Orléanais accèdent tout de même à la lecture des journaux grâce au café, au cabaret. C'est-à-dire que la lecture du journal n'est pas un acte individuel comme aujourd'hui sur nos petites tablettes ou nos téléphones portables, c'est un acte collectif et on discute de ce qu'on vient de lire, essentiellement d'ailleurs dans les milieux populaires, au café. Et puis il y a des cabinets de lecture, hein, bien sûr, pour l'aristocratie ou la grande bourgeoisie.
Je ne ferai pas, alors peut-être qu'on diffusera, je ne sais pas, j'en ai pas encore discuté avec mes chers amis de Maxent, mais pour ceux qui voudront le texte in extenso, peut-être qu'on pourra alors pas le publier, hein, ça serait beaucoup trop long, mais vous l'envoyer, si on a les participants, à cette soirée. Et donc à gauche, à l'époque, je le confirme, le journal du Loiret regroupe progressivement toutes les nuances de l'opposition, de ce qu'on appelle la gauche dynastique, donc qui respecte la dynastie au pouvoir, mais qui veut plus de liberté, jusqu'aux démocrates républicains. Alors, le journal du Loiret, attention, ne va pas jusqu'à demander le suffrage universel, je vous rassure, même pas universel masculin. Il souhaite simplement que plus de contribuables puissent élire les parlementaires. En gros, réservé à tous les propriétaires. Pour ceux qui connaissent un petit peu la question, mais je pense que tout le monde va très vite comprendre, surtout qu'en ce moment, les taxes foncières augmentent très vite. Il s'agit de donner le droit de vote à tous les propriétaires, même petits propriétaires. Il y en avait beaucoup hein, dans les petites villes. Et c'était en gros ce qu'on appelait le suffrage municipal. C'est-à-dire que pour élire les parlementaires nationaux, il fallait être très riche. Hein. Il fallait payer plus, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, c'était pratiquement la même chose, plus de 300 francs d'impôts annuels, c'est-à-dire à peu près, c'est comme si on disait aujourd'hui, il faut payer en impôt sur le revenu l'équivalent d'un SMIC annuel. Vous imaginez, ça écarterait pas mal de gens. Hein. Bon, c'est ce qui se passe sous la monarchie, sous la Restauration, et qui fait que, par exemple, dans un département rural comme l'Indre, il y a 200 personnes qui votent. Donc même pas une personne sur 1000. Bon, dans le Loiret un peu plus parce que c'est un département relativement riche, mais on n'atteint pas les 1000 électeurs. En revanche, pour les élections municipales à partir de la monarchie de Juillet, puisqu'il y a un début de décentralisation, à partir des années 1830, tous les propriétaires, même si vous payez 30 centimes ou 50 centimes d'impôts, vous pouvez voter aux élections municipales. C'est comme ça que les Français ont appris la démocratie finalement. C'est là que les réflexions de Tocqueville étaient très justes, hein, à partir de la démocratie en Amérique. C'est bien la commune qui est l'école de la démocratie, qui est l'apprentissage de la gestion. Et donc effectivement, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 90 000 Français qui votent pour les élections nationales, sur 30 millions d'habitants hein, environ, sous la Restauration, et il y a 4 millions de Français qui participent aux élections municipales. Donc ce n'est pas la démocratie, mais ça s'en rapproche. Donc, je termine très rapidement, je ne vais pas être exhaustif évidemment, sur la monarchie de Juillet hein, et sur donc les critiques qu'aborde la presse à l'encontre du pouvoir. Quand je dis pouvoir, hein, et là aussi la distinction locale-nationale n'a pas forcément de sens, évidemment la presse, pour attaquer le pouvoir national, attaque ses représentants en province, c'est dans le département, c'est-à-dire évidemment en premier chef le préfet. Hein. Il y a beaucoup de conflits entre la presse et les préfets, et puis aussi les maires, puisque les maires, jusqu'à la monarchie de Juillet, sont nommés. Hein. Les maires des grandes villes sont nommés en Conseil des ministres, comme les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux. Et par exemple, alors juste une anecdote, le préfet qui est en poste à Orléans juste avant 1840, il va partir après 1840, il n'est pas révoqué, il part à Amiens, ce qui n'est pas du tout ignominieux, qui est un conseiller d'État droit dans ses bottes, si vous voulez, hein, comme un ancien maire de Bordeaux auquel vous voyez que je pense. Voilà, un très bon juriste, d'une très grande famille, son père était ministre et son grand-père aussi, donc la famille Siméon. Bon, il est conseiller d'État, il arrive comme un gouverneur colonial à Orléans et ça marche pas très bien et il va avoir des procès de presse sans arrêt avec un côté un peu cocasse ou croustillant puisqu'à l'époque rien n'empêche les conseillers de préfecture, on dirait aujourd'hui les membres du tribunal administratif, qui siègent à l'époque sous la présidence du préfet, de continuer, généralement ce sont des avocats, ce sont des juristes, de continuer à être des avocats plaidants. Et donc, le préfet Siméon a la petite surprise de se retrouver au tribunal face à ses conseillers de préfecture, donc ses subordonnés hiérarchiques, qui plaident contre lui, et parce qu'ils sont des amis d'un grand parlementaire et grand ami de George Sand, qui s'appelle Michel de Bourges, hein, donc, qui était effectivement de Bourges, hein, qui était effectivement du Berry, et qui est un grand député de l'opposition libérale. Donc il y a effectivement, il y a peu de, comment dire, il y a peu d'incompatibilité hein, dans la première moitié du 19e siècle, et donc ça donne des résultats un petit peu étonnants. De même, hein, et là vous serez peut-être encore plus surpris, rien n'interdisait sous la Restauration et le début de la monarchie de Juillet un préfet
d'être candidat à des élections législatives. Vous imaginez, alors, on a connu ici des préfets Orléans, et d'ailleurs Jean-Pierre en parlait il y a quelques semaines ici dans un autre colloque sur les exécutifs locaux. Bon, vous avez pour beaucoup connu, je pense, le préfet Masson, hein, Paul Masson, qui a été ensuite sénateur. Mais je dis bien ensuite. Non, mais là, en même temps. Par exemple, en 1815, hein, à la Restauration, le préfet qui s'appelle le baron Talleyrand, qui est un cousin du grand Talleyrand, le ministre, hein, il est en même temps député du Loiret. Bon, évidemment, c'est plus facile. Hein, vous imaginez qu'il y a quelques facilités de campagne quand on est à la fois préfet et candidat aux législatives. Je passe sur ces éléments et j'avance un peu. On reviendra, si vous voulez, dans les questions hein, sur le Second Empire, qui, parce que c'est pas très original, qui est évidemment une période de restriction, surtout dans les années 50, hein, un peu moins à la fin des années 60, de restriction des libertés et donc de la liberté de la presse, en particulier avec un garde des Sceaux. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et c'est là que le local rejoint le national. Un garde des Sceaux qui s'appelle Abatucci, donc vous aurez reconnu un nom très corse, un excellent vignoble d'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Et Jacques Abatucci est à la fois président du conseil départemental du Loiret, il avait été juge à Orléans, après avoir été juge à Bastia. Il est député du Loiret, de gauche, si j'ose dire, hein, libéral à la fin de la monarchie de Juillet, et puis en 1848, il fait campagne lors de la première élection présidentielle au suffrage universel, le 10 décembre 1848, pour un certain Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu, ça fait rêver, hein, je pense, au premier tour avec 76% des voix. Un peu sur son nom quand même, hein, parce qu'il parlait à peine le français, enfin bon, bref. Et c'était pas du tout un idiot, mais bon. Et ce Jacques Abatucci, hein, donc, devient garde des Sceaux de Napoléon III et verrouille la législation sur la presse. Quelques mots donc sur cette très grande loi de liberté que j'évoquais en commençant tout à l'heure. Donc, cette grande loi de 1881. Alors tout à l'heure, Jean-Jacques a gentiment dit que, effectivement, hein, j'avais jamais pris ce thème de conférence qui est passionnant, mais pas encore en tout cas. Et après-demain, il y a un colloque à la BNF sur droit et presse. Alors j'évoquerai pas le même sujet, parce que je ne parlerai pas de la presse locale, mais j'évoquerai justement cette magnifique loi du 29 juillet 81, loi un petit peu comme les lois de décentralisation, hein, sur la liberté des collectivités. Hein. La loi sur la liberté de la presse. Les républicains savaient parler, et ils savaient faire des grandes lois. Hein, parce que dans les années 80, c'est absolument magnifique, l'extension des libertés. Hein. Liberté d'association, liberté de réunion, liberté de presse, toutes ces libertés qui avaient été mises sous le boisseau pendant le Second Empire, en tout cas jusqu'à sa phase libérale à l'extrême fin en 1869. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'article 1 de cette loi. Hein, cher Jean-Pierre, là, il y a certains, quand on parle d'inflation législative, on en parle souvent avec mon ami François Prier, ici présent, et des lois mal fagotées et mal écrites, tout simplement. Article 1, l'imprimerie et la librairie sont libres. C'est pas mal, non? On dirait du Stendhal, hein, enfin, c'est magnifique, voilà, tout est dit. Fin de la conférence. Ouais, ouais. Bon, alors, non, je vais quand même continuer un tout petit peu. Vous aurez évidemment remarqué, alors, cette loi est tellement magnifique, puisqu'il n'y a plus aucun obstacle au foisonnement des journaux. Simplement, exactement comme pour une association comme Maxentre, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant, il fallait demander l'autorisation préalable au préfet ou à Paris, au ministre, enfin au préfet de police, au ministre de l'Intérieur. Bon, désormais, c'est une simple déclaration, exactement comme quand on crée une association, et il faut qu'il y ait des responsables, bien sûr, bon, en cas de délit. Donc il faut donner quoi? Ben, il faut donner le nom de l'imprimeur, et du rédacteur en chef, et du trésorier. Voilà, c'est tout. Et puis, les délits. Il y avait une liste de délits pas possibles, un peu comme sous l'Ancien Régime, avec le sacrilège, lèse-majesté, etc. Qu'est-ce qui reste, là? La diffamation. Parce que la diffamation, c'est une liberté. C'est pour protéger une liberté. On ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Bon. C'est dommage, j'aurais pu vous parler d'Éric Ciotti. Alors, non, ça n'aurait pas été très intéressant. Ça aurait été une conférence fictive. Donc, cette liberté de la presse, elle permet l'éclosion très simple de beaucoup de journaux. Et il y a une raison autre, parce que la presse, c'est aussi de la technique et quand même un peu d'argent. Et oui, on en parlait tout à l'heure.
il y a la formidable révolution que représentent les rotatives, c'est-à-dire produire beaucoup et vite. Et puis permettre aussi, grâce, j'allais l'oublier, mais heureusement, comme je vois Robert Siropinet du chef, il y a aussi la gravure sur bois qui réalise beaucoup de progrès, et donc évidemment les caricatures par exemple. C'est magnifique, alors parfois extrême, pas le cas de celle de Robert Cyr, mais dans la presse de la Troisième République, il y a beaucoup de caricatures, il y a beaucoup de feuilletons, il y a beaucoup de faits divers, et tout ça. Il y a beaucoup aussi, comme dans Max-Centre, de culture. Et puis, à partir de la fin, enfin de la Belle Époque, il y a beaucoup de sport également. On en parlait tout à l'heure. Le vélo, la boxe, et puis un peu plus tard, le football. L'Arago-Sport orléanais, cher au cœur de Jean-Paul Briand et du mien. Bon, voilà. Donc, les journaux se développent. Et par exemple, dans notre bonne Orléans, Le Progrès du Loiret, ici rue des Carmes, avec évidemment la grande figure de ce grand journaliste Dreyfusard, qui est Léon Zay, le père de Jean Zay. Alors, je vais aller très vite sur ce tableau, parce que je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être écrit un peu trop petit. Le démocrate du Loiret, l'aube sociale, etc. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans l'entre-deux-guerres, alors ça me rajeunit la conférence de ce soir, et je vous en remercie encore, parce que j'avais travaillé en fait sur ce sujet, mais sur plus exactement le lien entre la presse locale et les élections législatives, lors d'un mémoire de maîtrise, comme on dit à l'époque, de master, on dirait aujourd'hui, donc des chères années 80, et voilà le tableau que j'ai fait à partir du travail que j'avais réalisé. Vous voyez qu'il y a une grande profusion de journaux. On est très loin, et c'est uniquement Orléans ici. Je n'ai pas pris en compte Pithiviers, Gien, Montargis. Ce n'est pas la presse du Loiret, c'est la presse de l'Orléanais en tant qu'arrondissement du Loiret. Et vous avez donc des journaux de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Alors, avec une petite nuance, c'est que beaucoup de feuilles pour des raisons économiques, parce que faire un journal d'extrême droite ou d'extrême gauche, il faut que ça soit rentable quand même après. Donc, ne paraissent que le temps des élections, en réalité. Et donc, il faut distinguer les journaux permanents, comme Le Progrès du Loiret, comme La France du Centre, comme le Journal du Loiret, et puis des journaux beaucoup plus obscurs ou éphémères, par exemple La Cravache communiste, ou l'Aube sociale socialiste, qui paraissent... Alors j'ai mis communiste en 1919, on pourrait me tirer les oreilles, puisque comme vous le savez, le Parti communiste n'apparaît vraiment qu'à la Noël 1920 au congrès de Tours, mais il y avait déjà une tendance favorable à l'adhésion à la troisième internationale communiste. Bon, je passe rapidement, je pourrais évidemment vous le fournir. Donc, ça permet également, cette liberté de la presse, et on le sait bien à Orléans, le foisonnement des revues avant-gardistes littéraires, et en particulier, bien sûr, Jean Zay, qui, dans sa première chronique du Grenier, ça a été il y a quelques années, en 95 je crois, republié, oui c'est marqué, chez l'Écarlate, par Dominique Zay. Donc, dans sa chronique, il évoque, alors j'ai mis une autre chronique ici qui est bien connue également, celle où il pastiche le 8 mai, qui est vraiment à mourir de rire, enfin c'est l'esprit guépin de Jean Zay, donc cette petite guêpe qui pique avec talent et toujours humour et ironie, c'est ce qu'on essaye évidemment de cultiver à Max-Centre. Bon. Donc la création d'une revue littéraire participe d'un état d'esprit très ancien, où l'héroïsme et la naïveté ont leur part. Je précise d'ailleurs que cette chronique et le Grenier est placé sous le patronage amical de leur mentor, de tous ces jeunes Orléanais, qui étaient Jean Zay, Roger Secrétin, René Berthelot, toujours les mêmes, Marcel Abraham, également, qui avait été de l'opération du Mail. Eh bien, il le place sous le patronage amical de Maurice Genevoix, bon, voilà, et qui sont retrouvés maintenant au Panthéon. C'est un bon compagnonnage quand même. Bon. En particulier, il y a tout un numéro spécial du Grenier qui est consacré à Rabelio, quand Rabelio obtient le prix Goncourt. Les intellectuels, alors, on m'évitera pourtant d'entonner le refrain des temps difficiles aux intellectuels. Bon, dommage que Max Gallo ne soit plus avec nous, vous vous rappelez peut-être, voilà, en 1984, il y avait eu toute une polémique sur « et que sont devenus les intellectuels de gauche ?» Bon, c'était du temps où il y avait encore la gauche. Bon. Les intellectuels ont heureusement retrouvé la place qu'ils n'eussent jamais dû quitter dans la cité, la dernière. Donc vous voyez là l'humour de Jean Zay, bien sûr. Et puis nous aurons aux yeux des avertis un deuxième tort, celui de croire en vous, gens de province. Mais oui, on croit aux gens de province et à la presse locale.
Et puis, malheureusement, la liberté, c'est aussi les dérives de la liberté. Parce que la grande loi du 29 juillet 1881, elle est la plus libérale du monde, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les très bons spécialistes de cette loi, la plus libérale jamais faite en France, la plus libérale du monde de l'époque. Bon. Et plus libérale qu'aujourd'hui. Alors, avec, malheureusement, des dérives potentielles, parce qu'à l'époque, vous pouvez vraiment tout dire. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des caricatures ignobles, par exemple au moment de l'affaire Dreyfus, voilà, et des gens malheureusement avec un grand talent, je pense à Carandache par exemple, hein, bon, sont ouvertement antisémites. Comme aujourd'hui aux États-Unis, vous pouvez être suprémaciste blanc. C'est pareil. Voilà, c'est au nom de la liberté, vous pouvez tout dire, même le plus ignoble. Bon. Et alors vous avez un exemple ici, mais on ne va pas perdre du temps à le lire, hein, qui est extrait du journal du Loiret, bon, qui reprend les poncifs hein, de Gringoire, de Je suis partout, des journaux qui seront collaborationnistes à Paris sous l'occupation. Hein. Un juif authentique, Élie Janzet, fils du juif, etc. Donc vous voyez, c'est titré Orléanais, parce que, bon, dans une autre intervention, un autre colloque avec mon ami Gabriel Bergogneau, j'avais essayé de montrer que ce que déteste l'extrême droite en Janzet, c'est aussi le fait qu'il est tellement ancré dans le territoire orléanais. C'est insupportable pour l'extrême droite. Hein. Donc ils mettent en cause son caractère orléanais, la cité de Jeanne d'Arc, etc. C'est bien connu, d'autant qu'à la même période, comme vous le savez, le maire d'Orléans s'appelle Claude Lévy. Vous imaginez les articles de presse. Bon. Je n'ai pas le temps, et c'est dommage parce que c'est vraiment là aussi une citation très intéressante, d'évoquer le texte ici de Janzet sur la très grande responsabilité, très lourde responsabilité de la presse sur les dérives. De même, et là je vais en frustrer, mais je pense qu'il y aura des questions là-dessus, la presse sous l'occupation. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu, c'est pas malheureusement très intéressant à Orléans, parce que d'abord, faute de papier, très vite, la plupart des journaux arrêtent de paraître. Et puis je vous rappelle que l'imprimerie de la rue Royale, hein, du principal quotidien orléanais, eh bien, est sous les bombardements. Elle doit migrer juste à côté d'ici, rue du Bourdon-Blanc. Hein. Et donc, au départ, dans les premiers jours de l'été 40, après cette catastrophe exceptionnelle, il n'y a plus aucun journal qui paraît. Il y a simplement donc le préfet, Jacques Morane, hein, l'ingénieur des ponts et chaussées qui a été nommé par Vichy à Orléans, qui fait paraître une feuille, mais qui est vraiment, ça s'appelle d'ailleurs les informations orléanaises, une feuille informative pour, alors technique, hein, pour, ben voilà, comment trouver de l'essence, tiens, c'est assez contemporain, hein, voilà. Des conseils d'hygiène, comme je suppose les Ukrainiens en reçoivent quand on est sous les bombardements, sans électricité, sans eau, etc. Et puis, bah, progressivement, et malheureusement, progressif pas au sens idéologique du terme, eh bien, il relaie les ordres de l'occupant. Et puis, voilà. Et donc, à partir de 1941, tout de même, une presse reparaît, et d'ailleurs ça va lui coûter cher, si j'ose dire, puisque, évidemment, les journaux qui ont paru sous l'occupation allemande, et surtout après 1942, ont été, c'est bien connu pour l'exemple du Monde, par exemple, hein, qui a succédé au Temps, hein, le Temps qui était le journal de référence de la bourgeoisie protestante en particulier, et des milieux d'affaires, a été interdit à la Libération, parce qu'il avait paru après l'invasion de la zone sud. Et à quelques jours près, Le Figaro, qui n'était pas beaucoup mieux comporté, a sauvé sa tête. Mais c'est une autre histoire. Et donc, à Orléans, reparaît, si j'ose dire, le républicain, l'ancien républicain orléanais qui devient hein, le républicain du centre. Et vous avez ici, en particulier, un article sur l'organisation d'octobre 1941, sur l'organisation de la région, puisque je rappelle que c'est à ce moment-là, en 1941, qu'apparaissent les préfets régionaux et qu'Orléans est choisi comme capitale régionale. Souvent on dit « Ah, c'est dans les années 60 ». Oui, c'est vrai. Michel Debré a confirmé le statut de capitale régionale d'Orléans, mais déjà en 1941, et j'espère que les amis tourangeaux présents dans la salle ne m'en voudront pas, Tours n'était pas capitale régionale, il y en avait une à Angers et une à Orléans. Bon, eh oui, c'est comme ça. C'est triste. Et Orléans a un rôle très important, mais ça serait une autre histoire, donc je passe très vite, puisque c'est à Orléans
qu'ouvre la première école régionale d'administration, donc qui précède en quelque sorte les IRA, que certains connaissent bien, les instituts régionaux d'administration, pour former les nouveaux fonctionnaires nécessaires à la gestion régionale. Vous voyez l'État d'Orléans, bien sûr, durant la guerre. Et je vous ai mis également, parce que c'est publié dans la presse locale, les expositions d'urbanisme qui ont lieu à Orléans à l'époque, non pas pour refaire et requalifier les mailles, même s'il y avait déjà des idées, hein, oui, mais pour trouver, alors là c'est là qu'on retrouve l'esprit de Vichy évidemment, à la fois qui veut un urbanisme participatif, mais oui, l'expression est utilisée, bon, et une reconstruction nationale. Le terme national est important, et donc vous voyez, dans le style en même temps provincial, il y a un discours passéiste sur le retour, évidemment, la terre qui ne ment pas, et la Sologne qui doit guider aussi la reconstruction des maisons du Val-de-Loire. Mais j'en passe. De même, hein, dans les écoles, il y a des concours de dessin d'enfants, etc. Et donc, la presse locale relaye tout cela, d'après, évidemment, la volonté du préfet. Et on parle moins évidemment de la répression raciale et politique. Et puis, comment passe-t-on à la presse de la Libération? J'avance, vous voyez tout de même. Bien sûr, la France du centre est interdite à la Libération. Et qui prend le pouvoir à la Libération? Alors il y a un commissaire de la République. Hein. Généralement, quand il y a des grands changements en France, comme en 1980, on débaptise les préfets, mais on les garde quand même, c'est pratique. Et on les appelle commissaires de la République, comme en 1848, comme en 1944, comme en 1982. Et là, donc, il y a aussi un comité départemental de libération. J'ai déjà évoqué le nom, il s'appelle Carré, hein, Georges Carré, qui est directeur de l'hôpital. C'est important, hein, un hôpital dans une capitale régionale, hein, surtout quand il peut être universitaire. Bon. Et Georges Carré, qui est un grand ami et qui est le beau-frère de Roger Secrétin, et qui décide que le journal qui a été confisqué, puisqu'il était collabo, hein, va être confié à la direction de Roger Secrétin. C'est la naissance de la République du Centre, le 27 septembre 1944, et Roger Secrétin donc, en est à la fois le rédacteur en chef et le PDG. Bon, pour l'instant, tout est logique. Je vous rappelle que Roger Secrétin était, avec ses amis, à la tête du mouvement Libération Nord, dans le Loiret. Un mouvement donc socialisant. Mais vous allez voir que ça se complique. Et Georges Carré, pour vous indiquer un peu l'esprit hein, de ce mouvement, écrit par exemple, hein, il y a une révolution à faire en France, elle a commencé sans que personne s'en doute le 1er septembre 1939 et peut-être bien avant. Donc ce sont les idéaux de la résistance qu'on retrouve évidemment dans ce magnifique texte qui est donc le programme hein, du CNR, du Conseil national de la résistance, pas le CNR d'aujourd'hui, hein, bien entendu. Et le nouveau journal prend une forme originale. Alors c'est pas exactement la même forme que par exemple au Monde, hein, qui est aussi pour préserver la liberté des journalistes et l'indépendance politique du journal, c'est la forme juridique d'une société anonyme à participation ouvrière, une coopérative ouvrière. Et Roger Secrétin est tout à fait dans cet esprit à cette époque, en écrivant dans le premier numéro du 27 septembre, dans son éditorial, puisque vous savez qu'il a écrit jusqu'en 82, jusqu'à sa mort, les éditoriaux de la REP, comme on dit à Orléans. Comment les Français ont-ils pu hésiter une seconde, ont-ils pu prêter à un ennemi pareil, leur indulgence ou leur naïveté? Comment peut-on même en penser s'acoquiner avec les monstres? Il n'y a pas de clémence pour cette erreur-là. Donc au moment de l'épuration, vous imaginez que c'est des mots qui pèsent lourd. Et puis, première fracture, mais je n'en parlerai pas, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure autour d'un verre. En septembre 1945, il y a un grand projet qui échoue. Ça arrive parfois avec les partis politiques. Il y avait un grand rêve on dirait aujourd'hui la gauche non communiste. C'était de faire un parti travailliste à la française, rassemblant tous les non communistes à gauche. Bon. Et ça ne marche pas, pour des raisons complexes, hein, en particulier la vieille SFIO hein, de Léon Blum hein, et de Daniel Mayer ne veut pas se fondre dans une grande fédération, et donc chacun récupère ses billes, si j'ose dire, et il y a une fracture qui explique une part de l'évolution ensuite hein, de Roger Secrétin assez loin de la gauche, et même très loin sous la Ve République. Il y a une fracture entre des gens qui étaient des amis hein, dans la résistance. Si je vous dis Pierre Ségel, par exemple, hein, bien sûr, hein, député SFIO, ministre et, excusez du peu, fondateur du SMIC et de la Sécurité sociale. Bon.
Et bien sûr, de l'autre côté, Roger Secrétin ou le maire de l'époque, Pierre Chevalier, grand ami de Secrétin. Quelques mots quand même sur la République du Centre. On ne peut pas faire l'impasse, évidemment, et j'espère, Gérard, que tu me pardonneras, puisque je n'ai pas le temps, bien sûr, de parler de la Nouvelle République, même si on l'oublie souvent, très longtemps à Orléans, il n'y a pas eu de monopole de la République du Centre, et dans les années 70 jusqu'aux années 80, il y avait effectivement un pluralisme de la presse. Donc la République du Centre, donc c'est un journal issu de la Résistance, vous l'avez bien compris, qui s'installe à la Libération, qui est dominant à Orléans, mais il y a un problème. Il y a un problème de liberté de la presse, si j'ose dire. Pas immédiatement, et pas du fait de Roger Secrétin. Il y a un drame, après, et d'ailleurs dans ses éditoriaux, assez curieusement, Roger Secrétin les met en parallèle les deux chocs, les deux drames et les deux deuils que doit affronter l'opinion publique orléanaise. Quand la disparition de Jean Zay après son assassinat est une réalité incontournable, c'est-à-dire très tardivement, le 15 mai 1848, alors un peu avant bien sûr, mais le 15 mai 48 avec les funérailles de Jean Zay à Orléans, qui donne lieu à l'un des plus beaux textes écrits sur Jean Zay, Adieu à Jean Zay, écrit par Roger Secrétin, son ami, où il revient justement sur toutes les années de jeunesse et tout l'apport qu'aurait pu être celui de Jean Zay à la 4e République également, comme d'ailleurs un très beau texte de Pierre Mendès France. Et l'assassinat par son épouse, c'est très différent évidemment, ça n'a aucun rapport, mais c'est aussi un drame pour les Orléanais, du jeune maire qui venait d'être nommé ministre, le ministre d'un jour, puisque François Mitterrand l'a raconté à Jean-Pierre Sueur en particulier, il pourra nous le confirmer tout à l'heure, comment ça s'est déroulé. Le matin, eh ben voilà, ils sont dans le même gouvernement, François Mitterrand et Pierre Chevalier, et puis Pierre Chevalier, qui n'était pas, c'est un secret de polichinelle, très fidèle à son épouse, revient à Orléans. François Mitterrand lui aurait dit, en quelque sorte, faites quand même attention, les crimes passionnels, ça existe. François Mitterrand était assez connaisseur, en tant qu'avocat, bien sûr, en tant qu'avocat. Et l'épouse donc de Pierre Chevalier lui tire dessus, l'assassine. Bon. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Roger Secrétin se retrouve dans une situation très particulière. Il se sent obligé, ou il est poussé par ses amis de l'UDSR, donc Union démocratique et socialiste de la Résistance, petit parti de centre-gauche dirigé par un grand ami de Roger Secrétin, que vous voyez peut-être ici. Vous voterez la candidature de Roger Secrétin par François Mitterrand, ancien ministre. Bon. Dirigé par François Mitterrand, plutôt centre-gauche, et René Pleven, plutôt centre-droit. Et voilà, Pleven. Et donc Roger Secrétin, très vite, va accéder à des fonctions importantes dans ce parti, vice-président, président du groupe parlementaire, Chevalier était déjà président du groupe parlementaire, Secrétin va l'être aussi, et donc Secrétin se présente à la succession de Chevalier. Donc vous voyez une situation très paradoxale, puisque le directeur et le PDG du principal journal orléanais est aussi député du Loiret. Donc, entre 51 et 56, il est député mendésiste, député, disons, proche du Parti radical. Et en même temps, donc, vous voyez, il y a, on dirait aujourd'hui, une sorte de conflit d'intérêts. Bon. Et puis, ça s'aggrave, si j'ose dire, en 1959. Secrétin n'a pas été réélu au Parlement, suite à la vague populiste-poujadiste. Tiens, c'est assez, assez moderne. Et en 1959... après le retour au pouvoir du général de Gaulle, il est élu maire d'Orléans, il va y rester 2 mandats et il va être battu en 71, j'en redirai un mot. Bon, je passe sur la République du Centre elle-même, qui a été longtemps quand même, on peut le dire maintenant puisque la République du Centre n'est plus vraiment un journal orléanais, puisqu'il est contrôlé par le groupe Centre France et La Montagne, donc il est dirigé depuis Clermont-Ferrand. Bon, à l'époque, surtout à partir du déménagement à Saran, la République du Centre est le quotidien régional le plus moderne de France. L'un des premiers à passer à la couleur, offset, etc. etc. Bon. Et il est dirigé jusqu'en 1994 par la même famille, par Roger Secrétin et ses beaux-frères. Donc la famille Carré. Et puis ensuite, bon, un mot pour Jacques Camus, qui était très souvent, vous le rappelez, cité dans les revues de presse à la radio ou à la télévision, surtout à la radio.
Ses adversaires disaient bah oui c'est facile, La Rep est le premier journal qui arrive à Paris. Bon, il y avait quand même une qualité d'écriture incontestable. Hein. Et puis donc les événements les plus récents. J'en termine très vite avec la République du Centre. Donc là, je vais passer sur celle-ci, vous ne m'en voudrez pas. Vous voyez la confusion un petit peu des genres. C'est-à-dire que la République du Centre sert aussi d'élément, et y compris ses autres publications. Orléans, ville universitaire, d'ailleurs c'est un ouvrage magnifique, qui est imprimé par les presses de la République du Centre pour convaincre les ministres de réattribuer une université à une capitale régionale. Et ça marche. Et si vous ajoutez les invitations, alors ça Jean-Pierre pourrait nous en parler aussi, les invitations en fait de Jeanne d'Arc, c'est stratégique. Hein. Quand on voit la liste des invités de Roger Secrétin, bah c'est du lourd. Hein. Bon, c'est Michel Debré, quand il est Premier ministre, c'est Pompidou, c'est Giscard, c'est à peu près tous les... Maurice Schumann et évidemment André Malraux pour la première pierre du centre Péguy. Vous avez aussi donc le colloque présidé, tiens, par Maurice Genevoix, évidemment, secrétaire perpétuel de l'Académie. Ça aide aussi les relais à Paris hein, pour arriver à doter une capitale régionale qui célèbre la gloire de l'antique université d'Orléans, donc sa faculté de droit, et qui s'en sert comme tremplin pour obtenir la création à la source, la recréation, le renouveau de l'université d'Orléans. Et puis, j'en viens à une œuvre très originale que certains ici ont connue, n'est-ce pas Jean-Pierre, n'est-ce pas Rémi et sûrement d'autres, qui s'appelle la Tribune d'Orléans. Alors, ce n'est pas un exemplaire de la Tribune que j'ai mis ici, hein, comme vous le savez, c'est l'ouvrage, mais qui en est hérité, hein, de Michel de la Fournière sur Orléans-sur-Loire, hier et demain. Ouvrage absolument magnifique, qui n'a pas pris une ride dans ses préconisations. Alors, évidemment, Orléans a changé, bien sûr, hein, mais les grands axes de développement d'Orléans y sont. Orléans-sur-Loire, c'était une sorte de jeu de mots que tout le monde a oublié. Le grand géographe Élisée Reclus, hein, au XIXe siècle, disait Orléans, c'est Paris-sur-Loire. Paris-sur-Loire, c'est pas mal. Bon, Orléans-sur-Loire, c'est très bien aussi. Et notre région s'appelle enfin Centre-Val de Loire, donc on est content. Et j'ai repris ici le témoignage, ça me permettra de saluer un autre organe d'aujourd'hui, un organe gratuit qui s'appelle Tribune Hebdo, qui en 2017 donnait la parole à notre ami historien Antoine Pro, qui a beaucoup contribué, hein, que Michel de la Fournière, qui était arrivé en 1965 à Orléans, donc historien et professeur en classe préparatoire Hippocagne et Cagne au lycée Potier d'Orléans. En 1970, il se dit, en 66, pardon, il dit bah tiens, je vais contacter Antoine Pro, historien aussi, mais féru des questions d'urbanisme, déjà bien avant de devenir en 89 adjoint à l'urbanisme dans la municipalité de Jean-Pierre Sueur. Et il travaille avec Jean-Pierre Sueur, avec aussi quelqu'un que je tiens à saluer, je ne sais pas s'il est là ce soir, Régis Guyotat, hein, correspondant du Monde à Orléans. C'est Régis Guyotat, hein, qui est évidemment la cheville ouvrière de cette tribune d'Orléans, qui s'appelle d'abord Orléans Tribune, hein, on l'a oublié, et puis après qui devient, après 71, Tribune d'Orléans. Alors pourquoi 71 est une date importante, puis on va en venir à Antoine Pro, parce que parfois quand on crée un journal, alors je ne sais pas si c'est l'intention, je vais leur demander tout à l'heure, de Gérard, Jean-Luc, Jean-Jacques, etc., c'est parfois pour faire une liste municipale après. Mais oui. Et donc c'était le cas de Michel de la Fournière, qui était au PSU à ce moment-là, hein, le Parti Socialiste Unifié, bon, parce que la vieille SFIO avait perdu son âme en soutenant, et plus que soutenir, en menant avec Guy Mollet la guerre d'Algérie, le cancer de la 4e République. Et donc Michel de la Fournière va mener une liste municipale d'Orléans en 1971, remporter plus de 15% des voix, ce qui était phénoménal pour une petite liste sans moyens, et contribuer indirectement à la défaite de Roger Secrétin et à l'élection du radical à l'époque René Tinat. Bon, c'est compliqué à l'époque, hein, puisque c'est le moment de la signature du programme commun de gouvernement, et donc il y a des gens de gauche, donc radicaux, qui disent bah non, nous on veut pas d'alliance avec les communistes, et donc René Tinat a été élu plutôt par la gauche. Et puis ensuite, quand il a été réélu en 1977, peu de temps avant sa mort malheureusement en 1978, il a plutôt mené une liste de centre droit. Voilà. Bon. Donc,
Quelques mots d'Antoine Pro, de témoignage. Michel de la Fournière m'a entraîné en 66 à travailler sur la ville d'Orléans. C'était une endormie, Orléans, pas Michel de la Fournière. On a créé un groupe d'études municipales, le GEMAO, qui prenait pour modèle ce qui existait à Grenoble autour d'Hubert Dubedou, les groupements d'action municipale qui vraiment voulaient réconcilier les citoyens avec la politique. C'est une bonne idée, non ? Et l'urbanisme, cher François. Ben oui. Donc, il était rédigé par un journaliste, Régis Guyota, Michel et moi. Nous voulions... Alors ensuite, il y en a d'autres. Je citais Jean-Pierre tout à l'heure, Rémi, mon ami Bertrand Hochkorn aussi, y ont participé. Mais effectivement, l'équipe de départ, c'est cela. Nous voulions élaborer un programme municipal ambitieux et réaliste pour une équipe de gauche non communiste. Que de mots importants pour reconstruire une gauche. Jean-Luc Mélenchon arrive à quelle heure ? C'est ça. Le GEMAO travaillait bien, très bien, car alimenter le journal était un objectif mobilisateur, mais obtenir des informations était difficile. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opposition municipale. Les listes passaient entièrement. Il a fallu Gaston Defferre pour apporter du pluralisme, y compris dans les débats municipaux, ce qui a évité entre nous beaucoup d'opérations un peu contestables, si vous voyez du côté de Nice par exemple. Voilà. Bon, bref, comme quoi à Nice il y a plus de médecins qu'à Orléans. Mais obtenir des informations était difficile. La mairie refusait alors de communiquer les documents comme le compte administratif. Vous vous rendez compte ? Bon, le secret régnait. Et je termine. Vous voyez, c'est magnifique. Jean-Jacques décide et j'exécute. Bon. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Bon. Et donc, avec Christian Bidot, bien sûr, notre ami, qui a fait appel à nous. Aujourd'hui, quel est le paysage médiatique ? Il y a un quotidien régional, mais est-il encore régional ? Il est encore quotidien. Bon. Affilié à La Montagne, ce qui n'est pas scandaleux. D'ailleurs, La Montagne, c'est Alexandre Varenne, grand ami et avocat de Jean Zay. Donc voilà, c'est pas honteux, mais c'est pas Orléans. Bon. Les affinités électives, j'ai l'esprit un peu guépin, de France 3 Centre-Val de Loire et de France Bleu Orléans, des gratuits qui sont complémentaires à l'offre existante, Tribune Hebdo, Le Petit Sologno, je crois que j'ai vu mon ami là-bas. Eh oui, chère Émilie. Bon. Et puis, Max Centre, au rendez-vous de l'ambition fixée par Christian Bidot, j'ai mis un point d'interrogation. C'est à vous de juger. Et donc, j'ai rappelé ici ce qu'il y a, je crois, sur le petit fascicule. Les ambitions de Max Centre, sans prétention à l'exhaustivité. Voilà, un site qui propose à ses lecteurs un chouette sujet, etc. Une information décalée sur l'actualité, revisitée tant par le ton que par le traitement de celle-ci, sans prétention de rivaliser avec les quotidiens régionaux. On n'a évidemment pas les moyens. Un projet éditorial, donc, qui est de développer une presse d'opinion, revenir en quelque sorte au XIXe siècle de ce point de vue, offrant une diversité de points de vue sur l'information. Quand on pense tous la même chose, on ne pense plus, comme disait François Bayrou, un certain congrès de la droite, par le débat citoyen. Par sa rigueur éditoriale, Max Centre se veut aussi une réponse aux dérives de l'information sur les réseaux dits sociaux, qui ne créent pas beaucoup de liens, effectivement, et intègre dans son projet l'éducation aux médias d'information. Comme disait le grand Paul-Émile Littré, n'oublions pas que nous sommes ici dans une ancienne bibliothèque. Je voulais citer Dupanloup, mais ce n'était pas à son avantage, donc, comme souvent. Bon, ça fait rien, je citerai Monseigneur Picard. Non, excusez-moi. Non, je vais arrêter. Comme disait Paul-Émile Littré, nous sommes ici dans la salle de lecture de cette magnifique bibliothèque. Paul-Émile Littré disait, en combattant pour la République au moment du Second Empire, il était républicain de la veille, ce qui est plus difficile, la démocratie, c'est démopédie, c'est-à-dire la démocratie, c'est l'éducation du peuple. Je vous remercie. Merci.